On est de retour dans Cinérama pour cette deuxième partie qui va être consacrée aux hallucinations collectives, festival qui se déroule à Lyon du 11 au 17 avril au cinéma Comédia. On va détailler le programme, on va rentrer dans l'histoire aussi des hallucinations puisque c'est le 10e festival, c'est la 10e édition. Je pense qu'avant de parler, le meilleur moyen de rentrer dans l'univers des hallucinations collectives, c'est de voir la très belle bande-annonce qui a été concoctée pour cette 10e édition. Je crois que ce montage nous fait vraiment rentrer dans ce que défend et ce que sont ces hallucinations collectives. Alors, pour en parler, on reste avec Guillaume Gasse, qui fréquente le festival depuis quelques années, donc qui pourra nous parler des expériences qu'il a pu y vivre et puis de ses attentes pour cette 10e édition. Et puis, on reçoit deux des programmateurs du festival, Benjamin Leroy, bonsoir. Bonsoir. Et François Henry. Bonsoir. Alors, honnêtement, je ne sais pas par où commencer, parce que voilà, on a une programmation absolument dingue. On va justement commencer par ça. On va se plonger dans cette 10e édition. On va parler un petit peu des films qui sont montrés, des événements qu'il y a autour. Comme chaque année, alors moi je l'ai fait que depuis un an, ces hallucinations collectives, mais la programmation est divisée en catégories, et celle qui ressort tout de suite, c'est la Chambre des Merveilles. Puisqu'évidemment, c'est là où il y a le plus de films. Il y en a 10, si je ne dis pas de bêtises. Alors ça, c'est quoi ? C'est un petit peu pas le best-of, disons, mais la grande vitrine de cette 10e édition, et surtout, peut-être préciser quelques films qui s'y trouvent. En fait, la Chambre des Merveilles, c'est
c'est un peu le cadeau qu'on a voulu faire aussi bien au public qu'à nous. Parce qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour fêter cette 10e édition et ben, on va essayer de faire on n'a pas été très originaux, 10 ans, 10 films. Et on s'est dit que ces 10 films, on allait faire en sorte que, ce soit des films qui nous fassent très plaisir de passer, avec toujours des films qui soient bons, qui soient rares en salle. Et puis que ce soit aussi des films qui représentent, autant que faire se peut, pas toutes les facettes de ce qu'est Hallucination collective, parce que c'est difficile de trouver 10 films pour tout montrer, mais qu'il y ait des choses assez différentes. Voilà, il y a des trucs, c'est plus du film d'auteur français, il y en a d'autres, c'est du western d'exploitation italien, il y a de la série B horrifique, voilà, c'est différentes facettes de ce qu'on propose aux alus, quoi. Et c'est ça qui est assez fou, c'est qu'on passe dans la robe grillée avec glissement progressif du plaisir à justement un film comme Hitcher, qui est plus connu des fans de cinéma de genre et d'épouvante. Moi, il y a un truc qui m'interpelle, c'est justement cette pluralité qui se retrouve aussi dans la compétition, mais je pense qu'on parlera des films en compétition tout à l'heure, parce que ça, c'est aussi, je trouve, un grand moment du festival, avec les avant-premières aussi. Ça a dû être très, très, très difficile de choisir des films. Juste pour être sûr, c'est des films qui n'ont jamais été montrés au festival. C'est que des... Eh oui, c'est que enfin tous, hein, mais a fortiori dans la Chambre des Merveilles, c'est des films on n'a pas fait un best-of, hein, voilà, c'est des films qui sont jamais passés. Après, ça a été difficile, oui et non. En fait, on est 5-6 à faire la prog. On a chacun fait une liste de 10 films. Et puis après, on a essayé de voir ce qu'il était possible de passer, ce qui plaisait à tout le monde, etc. Donc, non, c'est plutôt... En soi, c'est comme quand tu fais ta liste de tes 10 films préférés. C'est à la fois difficile parce que tu as plein de films parmi lesquels tu peux choisir. Frustrant, et facile parce que tu te fais plaisir, quoi. Et parmi ces 10 films, est-ce qu'il y en a un ou deux qui ressortent vraiment, parce qu'il y a d'autres films, mais c'est vraiment central, ces 10 films. Moi, je trouve que mettre glissement progressif du plaisir, c'est une idée absolument fabuleuse, parce que c'est un film qui mérite d'être redécouvert et qui est vraiment étonnant. Épidémique aussi, de Lars von Trier, le montrer en salle, je pense que ça va être un grand moment. Et surtout, alors, il y a une chose sur laquelle je veux revenir, c'est le fait qu'il y ait quand même pas mal de films qui soient en 35. Ça vient de quoi? Ça vient de la façon dont les films sont distribués, ou c'est un vrai choix de dire ce film-là, on le passe en 35 mm? Alors, c'est quoi le 35 mm? C'est tout simplement projeter le film en pellicule, en réalité. Parce qu'il y a aujourd'hui, sur la programmation, il y a DCP, c'est les fichiers numériques, et 35 mm, c'est projeter le film en pellicule. Déjà, tout n'est pas disponible en DCP. Et puis ensuite, ça dépend des opportunités aussi. Le Labyrinthe des rêves, si vous voulez le passer en version originale sous-titrée en français, ce sera probablement obligatoirement en 35 mm. Ce qui est très très bien, parce que de toute façon, c'est comme ça que le film aura le plus de puissance. Soy Cuba, les deux sont possibles. Mais Épidémique, c'est pareil. Je ne crois pas qu'il y ait de DCP disponible. Donc, il y a d'abord le fait que ça dépend du matériel qui est disponible. Et ensuite, oui, tant que si on a vraiment le choix et qu'il y a une belle copie 35 sur un film qui a été tourné en pellicule, c'est pas plus mal de le passer en 35, ouais. Ouais, c'est sûr, on est au plus proche du film, puis ça donne parfois une patine aussi, et dans le cas de films de genre comme cela, moi je suis très très curieux de redécouvrir Soy Cuba en 35 mm au cinéma. Je pense que ça peut être un grand moment. Guillaume ne va pas me contredire là-dessus, mais on reviendra sur les envies de chacun. Autour de cette sélection, il y a plusieurs choses. Il y a, comme d'habitude, les avant-premières qui sont toujours un rendez-vous, parce que c'est là où on découvre aussi des films qui parfois sont difficiles à voir en dehors des festivals comme les Hallucinations. Avant de se plonger là-dedans, il y a 2-3 rendez-vous. Il y a par exemple Le Chat qui fume, qui vient présenter 2 films. Alors juste pour resituer, Le Chat qui fume, c'est un éditeur de films, Blu-ray et DVD, qui ressort beaucoup de films de genre, et en ce moment aussi beaucoup de giallo. Et justement ici, on a le droit à Opéra d'Argento, qui est à titre personnel un de mes Argento préférés, et j'ai très très hâte de le revoir en salle, et La longue nuit de l'exorcisme de Lucio Fulci. C'est vrai qu'il y a souvent des éditeurs qui viennent. Il y avait Artus Film qui était venu l'année dernière proposer ces nouveaux titres, pas forcément dans la programmation, mais c'est important pour vous de défendre aussi ces éditeurs et de montrer les films en salle, parce que une des choses que je trouve fondamentales avec les Alus, c'est aussi défendre un cinéma qui a besoin d'être défendu aussi dans les salles de cinéma.
Ouais, en fait, ça se fait plus simplement que ça. C'est juste, c'est des amis en fait. C'est des gens qu'on connaît, avec qui on a des affinités. On les connaissait avant que eux ils se lancent dans l'édition et avant que nous on commence le festival. Donc en fait, les choses se font, j'ai envie de dire, naturellement. Après, dans un deuxième temps, c'est vrai que c'est exactement ce que tu dis. Si on peut leur donner un coup de projecteur, mettre en valeur leur travail, et puis il faut bien dire aussi profiter de leur travail, parce que là, on va Opéra et La Longue Nuit, on va profiter du boulot de restauration qu'ils ont fait sur ces deux films pour les passer dans des bonnes conditions. Donc voilà, c'est un peu avancé main dans la main, ça se fait vraiment logiquement, naturellement, quoi. Non, mais moi je trouve, si on peut faire une petite aparté là-dessus, ils font un travail assez hallucinant pour le coup, en plus sur les éditions. Moi je me suis procuré très récemment Terreur sur la Lagune, et c'est vrai qu'on n'achète pas juste le film comme ça, on a le DVD bonus, Blu-ray, BO du film. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, un peu comme votre festival, il y a un vrai accompagnement des films. C'est-à-dire qu'on va pas juste les ressortir et les montrer, on va les présenter, on va faire un bel écrin et on va donner vraiment du relief au film, parce que les restaurations sont aussi folles. Moi, honnêtement, je pense qu'Opéra, le redécouvert sur grand écran dans la copie restaurée, qui est hyper importante en plus, parce que le film a toujours été montré dans des versions un peu détériorées, avec des couleurs dont le piqué n'était pas absolument parfait. Là, a priori, la copie est vraiment formidable. Elle a déjà été montrée, il me semble, à droite, à gauche. Mais c'est au pif, notamment. Alors pour le coup, là, c'est vraiment l'occasion de découvrir, je pense, des films qui je sais pas si Opéra doit ressortir ou s'il y a une ressortie officielle de prévue, mais je pense que le voir sur grand écran pour les alus, c'est un peu l'occasion unique de le découvrir sur grand écran dans cette nouvelle copie. Bon, je dis une bêtise, mais ça va. Oui, les deux vont ressortir chez le. Ah oui, ils vont sortir en vidéo, mais il y aura Oui, pas en vidéo. Opéra, il y aura pas de sortie. Voilà, ça, mais ça, faut pas... oui, pardon. Ils Oui, vont parce qu'en fait, ils vont ressortir chez le. pour le coup, les deux vont sortir très bientôt Voilà. dans des nouveaux coffrets. Mais pour les voir en salle, il y aura pas de ressortie officielle, quoi. Et ça oriente les choix, ça aussi, du coup, de prendre des films qui ne seront pas forcément remontrés de manière large après coup. C'est surtout qu'ils ne sont pas montrés a priori. Pour les. De toute façon, il y a deux cas pour les avant-premières. Il y en a certains qui ensuite vont sortir en salle. Il y en a certains qui sortiront seulement en vidéo. Et il y en a certains qui sortiront pas du tout. Et puis pour les films de rétrospective, c'est un de nos critères, quoi. Si c'est un film qui repasse tous les 6 mois dans divers à l'occasion de diverses soirées, qui passe tout le temps à la télé, qui est hyper connu, voilà, ça nous intéresse un petit peu moins, quoi. L'idée, c'est vraiment de montrer des films qu'on n'a pas ou très peu l'occasion de voir en salle. Ouais, c'est vrai que L'Itan de Jean-Pierre Mocky, c'est pas le film français qui passe le plus souvent sur TF1 ou France 2 pour le coup. Ouais, non. Et alors là, c'est une vraie curiosité d'ailleurs, puis qui passe en 35 aussi. Alors moi, il faut absolument qu'on parle de cette soirée des 10 ans, parce que le teasing est absolument phénoménal. On parle d'un film en avant-première mondiale, on parle d'invités surprises, et puis apparemment même il y a ceux qui sont habitués aux hallucinations collectives qui vont redécouvrir des choses et puis découvrir des nouvelles choses surtout, et ceux qui ne connaissent pas, apparemment c'est un très bon moyen de découvrir l'univers. Alors la soirée, elle se déroule... j'ai pas le vendredi. Le vendredi, voilà, c'est à 19h30. On veut en savoir un tout petit peu plus. Je pense qu'on pourra pas révéler le film, mais un tout petit peu plus sur cette soirée. En fait, le vendredi, on fait toujours un double programme. Traditionnellement, donc l'an dernier c'était un double programme sur les animaux qui avaient la bonne idée d'attaquer l'homme. Donc cette année, le double programme, ce sera un petit peu changé, parce que la première partie, ce sera un petit peu un melting pot d'extraits, de bandes annonces, de courts métrages, de choses assez bizarres, un peu comme ce qui pouvait se faire dans à l'époque la nuit du zapping ou la nuit du cyclone. Donc ça, ce sera pour la première partie, ça durera le temps d'une séance, quoi, à peu près 2 heures. Ensuite, il y a une petite pause, et ensuite, il y a le fameux film en avant-première, où là aussi, c'est un petit plaisir qu'on voulait se faire, et faire aussi au public. Donc là, non, on peut rien dire, enfin, encore... Juste que ça vaut le coup. Moi, personnellement, je ne l'ai pas vu, ce film, tellement il est secret. En fait, personne ne l'a vu, pour l'instant. Ah, donc ça peut être... Non, je pense qu'il n'y aura pas d'accident, parce que pour le coup, découvrir un film en exclu, c'est toujours un grand moment. C'est une vraie exclusivité, personne ne l'a vu. D'accord. Voilà. Moi, j'ai lu quelque part que le film était tout juste terminé. Il n'est pas tourné encore. Il va être tourné en live. Ce sera un gros... Il vient d'être... il a été terminé tout récemment. Ok, on est reparti. Il y a eu un petit blanc, c'est pas grave, on reprend. On reprend d'ailleurs avec
cette fameuse sélection de films en avant-première. Alors il y a toujours 2 avant-premières qui sont montrées dans la grande salle du Comédia, qui sont l'ouverture et la clôture, avec des films très très attendus à chaque fois. Et là on va en parler des 2 en question parce qu'ils sont vraiment très très attendus. Et puis après une sélection d'avant-première de films qu'il faut voir. Déjà parce qu'en général ils sont très surprenants et surtout parce qu'après on peut avoir du mal à les revoir, et moi ça a été mon cas pour Southbound par exemple, que j'avais adoré l'année dernière et qui a mis beaucoup de temps à arriver sur le marché vidéo. Alors là en ouverture, on a Get Out de Jordan Peele, qui est un film qui fait de plus en plus de bruit. Il a eu un succès, enfin en tout cas, il a eu beaucoup de promos aux États-Unis. En tout cas, il y a eu beaucoup de retours positifs sur le film. Et puis en France, on se demandait s'il allait débarquer. Et face au succès, il y a des distributeurs français qui ont décidé de l'amener en salle. Et donc là, c'est l'ouverture en avant-première. Vous l'avez vu pour le coup, ce film ? Non, moi non plus. Non, on l'a pas encore vu celui-là. Vous avez eu des échos peut-être alors ? Oui, bien sûr. Après, je sais pas si... en fait, encore une fois, on est 5 ou 6 à faire la prog. En fait, voilà, ce qui se passe, c'est qu'il y a une personne essentiellement qui fait la prog, prog des nouveautés, en fait. Donc moi j'ai vu un film de la sélection, Benjamin en a vu un, j'en ai vu 2, Benjamin en a vu un ou 2 aussi, et nous on n'a pas vu, parce que... Donc ce sera la surprise aussi en fait. Oui. Pour le coup, vous avez vu lesquels dans la sélection ? Moi, dans la compète, j'ai vu Von Sin et comment il s'appelle, Prevenge. Très bien. Et donc ah oui, ok, oui, je vois j'ai le programme sous les yeux. Ok, très alléchant d'ailleurs ces 2 titres. Et en clôture, c'est Tunnel. Tunnel, bon, je pense qu'on peut dire tunnel, je sais pas pourquoi je prends un accent particulier, qui est un film sud-coréen. Ah, mais je m'emporte. Il y a beaucoup de titres en anglais dans le programme, du coup je prévois en fait, parce que j'ai un accent qui est absolument épouvantable, donc maintenant je prends trop les devants. Et ça, c'est un film qui est hyper attendu aussi, pour le coup. Qui a eu beaucoup de... Voilà, sans parler de promo, parce que c'est pas des films qui ont des promos énormes, mais dans le secteur cinéphile, c'est des films avec Internet en plus maintenant qui prennent des élans avant même leur sortie. Et donc ça, c'est le film de clôture. C'est ça. Et donc, vous l'avez pas vu non plus, a priori. Du coup, on garde la surprise pour la clôture. Alors oui... parce que le festival se déroule au Comédia, en fait. C'est important de le préciser, parce que c'est vrai qu'un festival qui se concentre dans un lieu, ça crée toujours une certaine énergie. C'est vrai qu'on revoit les mêmes têtes toute la semaine, on discute des films en sortant, et donc les ouvertures et clôtures, c'est dans la grande salle du Comédia. En général, c'est là où il y a le plus de monde et le plus d'énergie. Et l'année dernière, je me souviens, c'était Hardcore Henry en ouverture et I Rise en clôture. 2 films d'ailleurs qui ont après eu un vrai succès en salle, relatif ou non, mais en tout cas qui ont fait réagir les cinéphiles. Et alors, chaque année, évidemment, il y a des invités qui viennent pour parler des films et les présenter. Et alors, cette année, moi, je trouve que c'est fabuleux. Vous faites venir des gens qu'il faut faire venir, qu'il faut faire parler de cinéma. Déjà, Fabrice Duvels, qui vient présenter son nouveau film, qui s'appelle Message from the King. Là, j'ai bien fait de prendre l'accent. Alors, j'ai une question, c'est un film qui est tourné en anglais ou non? Oui. D'accord, très bien. Alors, il vient donc présenter ce film. Moi, c'est un cinéaste dont j'adore le cinéma. Je pense que c'est un des meilleurs cinéastes de genre actuel. Il était déjà venu Non, c'est la première fois qu'il vient. Ouais. Et donc là, il vient pour présenter son film. Je pense que ça va être un moment, un grand rendez-vous, parce qu'en plus, les échos qu'il y a pour l'instant autour du film sont quand même très, très élogieux. Donc ça, je pense que ce sera une séance à pas rater. Et le deuxième invité qui me fait plaisir, c'est Bertrand Mandico. Parce que s'il y a bien un cinéaste aujourd'hui, je crois, qu'il faut défendre et dont il faut montrer les films qui sont hyper rares en plus, c'est Bertrand Mandico. Alors, ses films sont rares. C'est, je pense, un des rares cinéastes à faire des courts-métrages, parce qu'il faut le préciser, il fait des courts-métrages pour le moment. Il n'y en a aucun qu'on peut trouver sur Internet. En tout cas, moi, j'en ai vu aucun sur Internet. Je les ai toujours vus en festival un peu par hasard. Moi, j'ai une question, c'est est-ce que vous passez Notre-Dame des Hormones dans la programmation? Oui. Alors allez à cette projection, parce que j'ai vécu un des moments les plus singuliers de ma vie. C'était au Festival de Clermont-Ferrand. Je raconte un peu ma vie, mais c'est pas anodin. C'était une sélection de films français. Puis à la fin, il y avait Notre-Dame des Hormones, Bertrand Mandico. Je connais pas, j'ai jamais entendu parler. Je m'assois, je vois des films, des courts-métrages plus ou moins bons. Et puis là, apparaît sur l'écran ce film.
moi je suis ébloui. Je vois un truc que j'avais jamais vu avant. J'étais sidéré. Et là, les gens se sont levés et sont partis de la salle. Il y a plein de gens qui sont partis. Ce qui prouve que c'est bien. Voilà, exactement. Et à la fin, il y a une moitié de la salle des gens qui restaient, qui sont levés, qui ont applaudi, dont je fais partie, truc que je fais jamais, et le reste qui a hué. Moi, je trouve que voilà, Mandico, il fait des films incroyables. Il a fait Born in the Box aussi, qui est un cours très connu. Je pense que ça va être un grand rendez-vous, la présence de Mandico. Ça me fait plaisir que ça te fasse plaisir qu'on l'invite. Parce que ça fait... c'est un cinéaste important. On pense, ça fait plusieurs années qu'on pense à l'inviter. Et s'il y a vraiment... c'est pas le seul, mais c'est vraiment, pour le coup, un cinéaste à lu, quoi. Son cinéma, ça colle mais exactement à ce qu'on fait sous les différentes facettes, parce qu'il fait des choses assez différentes. Il a commencé dans l'animation. Après, il a essentiellement fait du live. Et ouais, comme tu dis, il a fait je crois que c'est près de 30 courts-métrages. Quand même. Et qui sont vraiment rares. Qui sont très rares. Ils sont donc il avait fait un moyen métrage qui s'appelle donc Borrow in the Box, qui était sorti en salle, accompagné d'un de ses cours qui s'appelle La résurrection des natures mortes, qu'on va passer aussi. Et il avait aussi une anthologie de courts-métrages qui s'appelait Hormona, où il y avait donc Notre-Dame des hormones. Il y en avait deux ou trois autres. Donc ça, c'est les deux qui sont sortis en salle, mais qui ont eu des sorties quand même assez confidentielles. Je crois Hormona, je suis pas sûr qu'il soit passé à Lyon. Bah, pas dans mon souvenir. Voilà. En tout cas. Et là, il vient de terminer son premier long métrage, qui est un petit peu une relecture de Sa Majesté des Mouches, qui, à mon avis, sera présenté à Cannes, hein, vu le timing, ce serait logique. Oui, et puis, et ouais, voilà, c'est un cinéaste émergent au sens... Ouais. Même pas émergent, parce qu'il a déjà une filmographie. Oui, il a une filmographie, et puis il est quand même vraiment dans un milieu cinéphile un peu pointu. Il y a vraiment une hype. Mandico, le mec, il est dans tous les festivals. Clermont-Ferrand, il dit à chaque fois qu'il fait un film, il est à Clermont, voilà. Et à chaque fois, les gens partent. Enfin, ouais. une partie. Ouais, à chaque fois, les gens partent, et à chaque fois, ils gagnent le prix aussi, souvent. Et moi, en fait, j'ai jamais vu ça de ma vie. En fait, des gens qui partent vraiment d'un film parce que c'est trop singulier, quoi. Et c'est ça, pour moi, les alus, c'est montrer des films qu'on voit nulle part ailleurs. Et là, quand on les montre dans un contexte autre, les gens, ils sont pas prêts, quoi. Vraiment, le film est purement hallucinant. Je pense que c'est un mot qui colle bien, et le festival. Ouais, c'est pour ça que c'est vraiment. Bon, là, les gens seront prévenus quand même. Hein, ils savent quand ils viennent. Bien sûr. Ils devraient pas quitter non, la je vous salle. le souhaite pas, en tout cas. Ils pourront pas. Et ils pourront pas, ouais, déjà. La porte. Fermez la porte. En plus, il sera présent pour parler de ces films. Et je sais pas comment on peut c'est assez difficile de définir son cinéma. Il y a beaucoup ça emprunte beaucoup à quand il fait de l'animation. Là, on va passer. Je crois que c'est son premier film. Donc celui-là aussi, ce sera en 35 mm parce qu'il n'existe pas autrement. Qui s'appelle Le Cavalier Bleu. Là, c'est de l'animation qui fait beaucoup penser à Frank Meyer. Oui. Il y a d'autres choses. Notre-Dame des hormones. Là, on est plus du côté il y a un peu de Jean Rollin. Il y a beaucoup de surréalisme. C'est vraiment à découvrir, c'est assez riche et divers. Et il fait partie de ces gens qui tournent leurs films en pellicule encore aujourd'hui, avec une approche très singulière de ça. Mais voilà, allez voir, c'est le vendredi à 17h. Je pense que c'est vraiment une séance à ne pas rater, parce qu'en plus, c'est vraiment des films pour le coup. Les voir en salle, c'est très compliqué aujourd'hui. Je pense que les hallucinations collectives, c'est le meilleur endroit en plus pour les découvrir. Moi, je trouve que c'est très bien, voilà, de mettre en avant des cinéastes comme Bertrand Mandico, et je pense qu'il a toute sa place dans cette sélection. Il y a un autre film qui est tout seul, c'est Corruption, et il est classé dans une catégorie dans laquelle il est seul, c'est film d'amour non simulé. Ouais. Et alors là, on est très c'est le seul film interdit moins de 18 ans de la sélection. Ouais. Heureusement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de mineurs dans la salle. Qu'est-ce qu'il vient faire là, ce film on passe depuis un bon moment en fait des films pour adultes. On en a passé pratiquement chaque année. Alors des fois vraiment des films pour adultes, c'est-à-dire interdit moins de 18. Des fois un petit peu moins pour adultes, c'est-à-dire interdit moins de 16. L'année dernière, c'était plutôt Blue Rita qui était plutôt un soft, quoi. Mais là, oui, il y a des scènes explicites dans le film. Il n'empêche que c'est un vrai film. C'est-à-dire que c'est tourné comme un vrai film, avec des gens qui jouent, avec du film, avec de la pellicule, quoi, du 35, c'est éclairé, c'est écrit. Alors, c'est un petit film, dans le sens que c'est pas un très gros budget, mais c'est vraiment une œuvre, quoi. Et il faut à mon avis, il faut le voir comme tel. Non, mais ce que je voulais rajouter aussi par rapport au film X, comme ça, c'est que nous, on a notre idée, c'est un peu de défendre les cinématographies
minoritaire. Mhm. Et donc, les films X, il y a eu un marché, il y a eu comme l'a expliqué François, des vrais tournages où il y avait de la photo, il y avait des vrais cinéastes qui Bien sûr. faisaient des films. Et donc, c'est totalement cohérent de donner une place à ce genre de cinéma-là. Et contrairement à ce qu'on peut penser ou à ce qu'on a pu nous dire, c'est pas des séances où il y a que des vieux messieurs un peu pervers qui viennent. Vous pouvez venir sans crainte. C'est souvent, il y a beaucoup de gens qui viennent en couple. D'ailleurs, il y a autant d'hommes que de femmes. C'est vraiment pas un truc bizarre. Moi, franchement, si je vous invite à essayer, c'est quelque chose d'assez que vous n'aurez pas l'occasion de faire souvent, de voir un film pornographique en salle avec des gens qui a quand même des qualités artistiques, donc qui est un vrai film de cinéma. Mais forcément, c'est quelque chose d'un peu particulier, quoi. Et en général, c'est des séances assez sympas, quoi. Voilà. Non, mais complètement. Et puis surtout, ça permet de ramener le cinéma X aussi à sa place, c'est-à-dire à une vraie pratique sociale, c'est-à-dire partager aussi ce moment dans une salle de cinéma plutôt qu'être tout seul. C'est pas vraiment du X, mais je me souviens de l'année dernière. Et habillé. De voir les jazz franco en salle, c'est pas du X tout à fait, mais c'était juste génial en fait de voir ces films en salle avec un public qui réagissait aussi pendant le film. Encore une fois, c'est des vrais films avec une vraie histoire, avec une esthétique, et voilà. Il se trouve qu'il y a des scènes hard au milieu. Mais même les scènes hard ont une esthétique, sont filmées d'une façon particulière, sont éclairées d'une façon particulière. C'est du cinéma, quoi. Ouais. C'est du cinéma, et celui-là, en l'occurrence, il est vraiment, il correspond vraiment à Hallucination collective. C'est-à-dire qu'en plus, il y a une tonalité très particulière au film. Un peu de la même façon qu'il y avait une tonalité particulière à Bijoux qu'on a passé il y a 2 ans. C'est un film qui joue aussi beaucoup sur l'imaginaire et sur des ambiances qui correspondent au genre. Donc celui-là, il passe le jeudi 13 à 22h. Il est programmé un peu tard, au moment où le reste de la population s'endort normalement. À 15h, ça passait pas trop. Ceci dit, comparé à ce que vous pouvez trouver à gauche, à droite sur votre ordinateur, ça reste très convenable. Oui, disons. On peut le voir, on peut amener sa copine ou pas? Bien sûr. Oui, bien sûr. C'est recommandé ou pas? C'est conseillé. On peut amener ses parents, on peut amener. Oui, exactement. Non, mais pour le coup, moi, que vos enfants que vous n'avez pas le droit d'amener. Ils seront refusés à l'entrée de toute façon. Voilà, exactement. Ok, ça va. Il y a un autre film qui est dans une catégorie, c'est la catégorie documentaire. C'est Soy Cuba, le chef-d'œuvre absolu de Kalatozov, qui passe en 35 en plus. Là aussi, c'est une séance, je pense qu'il ne faut pas rater pour le coup. Voir ce film-là sur grand écran, c'est quand même le petit luxe aussi des alus, quoi. Et qui n'est pas un documentaire. On a un peu triché, on a mis dans la case documentaire. À la base, c'est une fiction, mais est ancrée dans le réel et le quotidien de l'île de Cuba dans les années 60. Donc on a un petit peu triché en le mettant dans la case documentaire. Mais voilà, et nous aussi, on assume totalement. Alors lui, pour le coup, il est un peu long et il passe le lundi à 11h. Ouais. C'est un film, Guillaume, toi que t'aimes beaucoup en plus. Ah bah, c'est même un de mes 30 films préférés. Donc tu vas courir le redécouvrir. Ah oui, ça sera mon conseil en fait à ceux qui ne connaissent pas le festival et qui veulent aller voir un film, celui-là en priorité, ne serait-ce que pour le voir sur grand écran. Ouais. Parce que quand on ne sait pas ce que c'est que ce film, on se dit ok, un regard sur l'île de Cuba, ça dure 2h20. C'est en noir et blanc, bon, ok. Sauf que dès le premier plan, on a les orbites littéralement sciées devant des plans séquences qui sont parmi les plus hallucinants qu'on ait jamais vus. Et on passe tout le film à se demander comment ils ont fait ça avec un budget aussi ridicule. On n'a jamais revu ça après même. C'est du jamais. Les plans de Soy Cuba. Si, je trouve que depuis, il y a quand même eu des progrès. Alfonso Cuarón, avec Les Fils de l'Homme, par exemple, il avait déjà fait, il avait tenté des perspectives. On avait eu droit à un plan de séquence de 45 minutes dans le film. C'est quand même pas rien. Là, c'est vrai que ce film est déjà fondamental en mise en scène et il est hallucinant. Donc voilà, le retrouver dans cette programmation, déjà moi ça me fait plaisir, mais je me dis c'est totalement logique. Là voilà, vous avez pendant une semaine Kalatozov qui va rencontrer Jean-Pierre Mocky, Dario Argento, Lucio Fulci, c'est aussi ça les hallucinations. Avant qu'on parle un petit peu du fait que ce soit la 10e édition, donc il y a déjà eu 10 ans d'hallucinations avant ce festival, un film dans la sélection, chacun que vous recommandez vraiment, pas forcément plus que les autres, mais une séance, un moment dans le festival que vous recommandez vraiment chaudement. François.
Le film le plus rare de la sélection, c'est Le Marteau des Sorcières. Voilà, c'est un truc... en France, je pense pas qu'il ait été montré. Bavra. Ouais, c'est un film de procès de sorcellerie, en fait. C'est une espèce de métaphore politique sur ce qui s'est passé à Prague à la fin des années 60. C'est un très chouette film et très très rare. Très bien. Benjamin ? Moi, ça tombe bien que tu aies parlé de Mandico, comme ça, transition ça est libère. Non, du coup, je vais pas parler de Mandico. Non, je vais en choisir un autre. Moi, ce serait le Labyrinthe des rêves, parce que j'adore Sogo-Ishii, c'est un de mes réalisateurs préférés, et parce que je pense que aussi dans cette chambre des merveilles, c'est peut-être c'est un de ceux qui est le moins connu. Donc qu'il faut découvrir, qu'il faut supporter. C'est vraiment un très très beau film. Là aussi, c'est en 35 et à voir pour pleinement l'apprécier, c'est en salle sur grand écran. Guillaume, tu n'as pas le droit de dire Soikuba. Alors, parce qu'on a compris que c'était... J'en ai déjà parlé, mais en fait, pour aller dans le même sens que mes voisins, je vais citer aussi un film de la partie Les 10 merveilles. Ouais, voilà. Parce que je retrouve un de mes cinéastes cultes, à savoir Alain Robbe-Grillet, dans la programmation, ce qui est très cool. Mais le film qui m'intéresse le plus, parce que je ne l'ai pas vu, et j'en entends parler comme étant ce qu'on peut appeler un secret de cinéphile. Un film dont on parle, qui n'est pas visible, c'est Markéta Lazarova. Voilà, un film tchèque, comme Le Marteau des Sorcières, qui, j'ai vu la bande-annonce, les images ont l'air absolument à tomber par terre. Oui, effectivement. Voilà. Ouais, bon. Je suis plutôt d'accord. Moi, je vais être un peu moins original. Moi, il y a évidemment Mandico, on en a déjà parlé. Moi, il y a un film que j'adore. Il y a plein de films que j'ai pas vus en fait dans cette sélection et j'en suis très content du coup parce que je vais les découvrir. Mais il y en a un dans ceux que j'ai vus en tout cas que je vous recommande, c'est Opéra d'Argento parce que c'est un de mes plus grands pieds devant un film. Je me suis éclaté comme rarement. Pour moi, c'est un film ultra divertissant et en même temps qui a un giallo que je trouve assez abouti. Et c'est un des Argento qui était pas très apprécié, qui revient un petit peu sur le devant de la scène. Moi, je trouve la mise en scène absolument incroyable, notamment ce jeu avec les yeux. J'en dis pas plus, mais ceux qui craignent, je sais qu'il y en a qui craignent un peu le jeu avec les yeux. Faites attention, et puis surtout ces séquences avec les corbeaux, des caméras subjectives incarnées par des corbeaux absolument hallucinantes. Moi, je vous recommande vraiment Terreur à l'Opéra, il était même appelé comme ça une période, de Dario Argento. Alors, c'est la 10e édition des Hallucinations. Ah oui, et puis il y a la sélection de courts-métrages aussi, il faut le signaler, ça aussi c'est important, parce que c'est aussi l'occasion de découvrir des films qui sont assez rares. Il y a combien de courts-métrages dans cette sélection d'ailleurs Cette année, il y en a 7. Très bien. Donc ça, il faut y aller aussi, parce que c'est vraiment l'occasion de découvrir des choses très singulières. Le format court-métrage, c'est en général quelque chose qui colle assez bien au cinéma de genre, on y voit souvent des choses très étonnantes. C'est les 10 ans, donc il y a déjà eu 10 ans d'hallucination collective, beaucoup de souvenirs, beaucoup de festivals. Avant qu'on évoque chacun un souvenir qu'on a pu vivre dans cette salle, la fameuse salle 4 du Comédia, comment voilà, naît l'idée, je ne sais pas si vous êtes vous deux de base sur les Allus, mais comment elle naît l'idée de créer un festival à Lyon qui défend le cinéma de genre et qui le donne au public en salle sur grand écran. C'est aussi ça le projet. Le projet de départ, tout au début, quand on était tout petit. On peut remonter aussi loin que vous voulez, même avant si vous voulez. En fait, Hallucination collective, au départ, c'est né sous le nom Étrange Festival Lyon. L'Étrange Festival, c'est un festival parisien qui programme des films un peu étranges. Et nous, enfin Cyril, en l'occurrence, Cyril Despontins, qui a lancé le truc, avait envie de faire une déclinaison lyonnaise de l'Étrange Festival. L'Étrange Festival, maintenant, c'est peut-être un petit peu moins vrai maintenant, mais l'Étrange Festival, moi j'ai vu là-bas par exemple les films de Seijin Suzuki qui maintenant sont disponibles un peu partout. Oui. À l'époque, personne n'en avait jamais parlé quasiment. Et pareil, les Fukasaku, ils ont passé les Fukasaku avant que les premiers sortent en vidéo en Europe. Enfin voilà, c'était un défricheur, surtout en cinéma asiatique. C'était vraiment
un endroit majeur pour découvrir des choses. Ça l'est encore, peut-être maintenant avec le fait qu'on peut voir un peu tout partout, certainement moins qu'avant, mais à l'époque où il n'y avait pas Internet, ou en tout cas pas autant que maintenant, c'était vraiment un truc assez énorme. Et donc nous, de l'idée de faire une déclinaison locale. Et puis, au bout de la 4e année, on a déployé nos petites ailes et puis on a volé tout seul. Et vous êtes maintenant à la 10e édition, déjà, j'ai envie de dire. Je pense que vous avez tous beaucoup de souvenirs. On va en sélectionner un chacun. Guillaume, toi, qu'est-ce qui t'a le plus marqué ? Toi, tu as commencé à la 3e édition des Hallucinations collectives. Qui était, Benjamin me corrigera si je me trompe, mais je crois que c'était la dernière année sous le label Étrange Festival de Lyon, me semble-t-il. Oui, c'était en 2010, si je me rappelle bien. Et en fait, le premier film que j'ai vu dans ce festival, c'est devenu mon film préféré, à savoir Enter the Void de Gaspard Noé. Voir un film pareil en salle, je vous raconte pas le pied. Et donc c'est ton souvenir marquant C'est même mon souvenir le plus marquant de ma cinéphilie. Donc c'est le premier film de ton première hallucination. Et c'est le meilleur souvenir de cinéma, de projection en salle que j'ai encore aujourd'hui. Donc voilà, je peux pas mieux dire. Quand même, comme quoi on vit des choses très fortes aux hallucinations collectives. Après, tu as quand même vécu des bons moments au fil des ans. Chaque année, je découvre sans cesse des nouveaux films en fait. Alors, dans la compétition, je fais juste une aparté vite fait avant de laisser la parole à Benjamin. Mais en général, les films qui me plaisent le plus chaque année ne viennent pas de la compétition, mais vraiment des thématiques. Et notamment des thématiques films rares. Des redécouvertes, des films très très rares qu'on n'a jamais l'habitude de voir et qui sortent parfois dans des copies DVD quasiment lamentables. Là, au moins, on peut les voir dans de bonnes conditions. Et puis, c'est des films qu'on voit quasiment jamais en salle. Voilà. Benoît, qui avait rejoint le public, va emprunter un micro pour raconter une anecdote aussi qui l'a beaucoup marqué et qui, je pense, fait partie intégrante des... on change carrément d'équipe. Toi, Benoît, tu as un souvenir très précis des hallucinations collectives. Raconte-nous ça. Alors, la première édition des hallucinations collectives que j'ai faite, c'était il y a 3 ans. Il a la voix du gars qui va raconter une anecdote en plus. Et il s'avère que j'ai fêté un anniversaire la veille de voir Possession d'Andrew Zulawski. C'était un lendemain de soirée difficile. Et le film, très grossièrement, raconte l'histoire d'un couple où la femme devient complètement possédée, donc, comme le dit le titre. Et il y a des scènes absolument traumatisantes. Enfin, j'en suis resté traumatisé. Et ce lendemain difficile a transformé cette expérience de cinéma en expérience complètement surréaliste, où je jonglais entre le rêve et la réalité, puisque je somnolais complètement dans cette séance. Mais je somnolais d'une fatigue un peu particulière, qui a rendu la séance encore plus traumatisante. Voilà. Un souvenir donc hallucinant pour le coup. Benjamin, un souvenir de spectateur ou de programmateur même c'est difficile. Y avait la séance d'un film qui s'appelle Fred. J'ai pas un très bon accent anglais non plus. Fred, c'est un film c'est un téléfilm britannique qui était passé, donc qui avait été fait par la BBC et en fait qui raconte en gros une bombe atomique qui tombe sur la ville de Sheffield. Et donc ça commence, je sais pas, peut-être 2 semaines avant la bombe et ça dure jusqu'à 20 ans après que la bombe soit tombée. Et c'est un truc qui est très réel, qui avait été écrit avec des scientifiques. C'est hyper documenté. Ça te montre vraiment ce qui se passerait. Tu vois, 20 ans après, le vocabulaire des survivants le nombre de mots qu'ils utilisent a été divisé par 10. Enfin, c'est vraiment tétanisant. Et nous, on était à la sortie de la salle. Tu voyais tous les gens qui sortaient, ils étaient tous blancs, ils faisaient la gueule. Je confirme. Donc le film marche très bien. Le film est absolument génial. Et tu te dis que ce truc-là, il est passé à 20h sur la plus grosse chaîne anglaise dans les années 80. Moi, j'ai une amie qui est anglaise, elle m'a dit oui, j'ai vu ce truc quand j'étais gamine. Le lendemain, à l'école, tout le monde était traumatisé, quoi. À l'époque, Alan Clark faisait encore des films, même pour la BBC. C'est une époque où la télé produisait des choses très intéressantes. C'est exactement cette époque-là. Peter Watkins aussi, il a fait des films pour la télé. C'est un film aussi que moi que j'avais découvert officiellement, parce que ce qui est bien, même pour nous,
On sait qu'il y a certains films, par contre, Marquetta, moi, c'est un film que je ne connaissais pas. Donc, en plus, il y a des films que j'ai tout simplement pas vus. Il y en a que je ne connaissais pas du tout. Donc, c'est pour ça aussi, au départ, je pense qu'ils ont fait le festival. C'était pour voir certains films bien sûr, il faut que ce soit un plaisir personnel avant tout. François, pour terminer, un souvenir ou deux. Parce que c'est compliqué, je pense, sur 10 ans. En dehors des réunions, des bastons de réunion, une des séances pour moi les plus marquantes, c'était Requiem pour un massacre. Parce que moi, c'est un film que je connaissais pas. Et alors, c'est marrant parce que on l'a passé en 35. Le début du film, le début de la copie qu'on a passée était un peu douce, en fait. Peut-être un tout petit peu dégradée, mais assez douce. Et en fait, depuis, j'ai vu des versions un petit peu en vidéo. Et je trouve que, en fait, même il y a un Blu-ray qui est sorti il n'y a pas longtemps chez les Russes, je crois. Et même comme ça, la séance qu'on a vue en 35 reste beaucoup, beaucoup plus puissante, en fait. À cause, justement, de la matière particulière du film. Comme quoi, il y a vraiment des films de tous les horizons pendant ce festival. Je le rappelle, du 11 au 17 avril, au Cinéma Comédia. Merci Guillaume, merci Benjamin, merci François d'être venus parler de ce festival. Vraiment, allez-y, courez-y pour découvrir des curiosités, redécouvrir des films, souvent en découvrir et puis vivre un moment tout simplement hallucinant. En attendant, nous, on se retrouve a priori le 7 mai, si je dis pas de bêtises. En tout cas, voilà, le numéro 4 de Cinérama, allez sur Internet, les réseaux sociaux pour nous retrouver. Merci beaucoup. N'oubliez pas d'aller voir des films, d'aller découvrir des cinémas singuliers. On se retrouve dans un mois. Bonne soirée à tous.